Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est François Ecal. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux et merci d'être avec nous. Merci, bonne année. Ancien magistrat de la Cour des comptes, président fondateur de FIBECO. Plein de choses à voir ensemble, évidemment. On parlera du budget dans quelques instants. Un petit mot sur la fraude sociale. J'ai vu sortir le chiffre 14 milliards d'euros en 2025. C'est ce que dit le Haut Conseil du financement de la protection sociale. C'est 1 milliard de plus qu'en 2024. Et c'est évidemment beaucoup moins que la fraude fiscale, difficile d'évaluer, mais qui est au-delà des 50-80 milliards d'euros. C'est pas très bien. Mais enfin, ce sont des sommes, encore une fois, qui sont loin d'être négligeables sur la fraude sociale. 14 milliards d'euros quand on a un trou de la Sécu à 23 milliards, c'est pas une broutille. Hein. Non, ce n'est pas une broutille. Après, il faut voir ce que ça recouvre. La moitié de cette fraude sociale, c'est de la fraude aux cotisations. Et derrière, c'est essentiellement le travail noir. Travail non déclaré. Travail non déclaré, voilà. Donc, ça fait c'est un vieux problème qu'on connaît depuis très longtemps. Et on a beaucoup de mal à récupérer cet argent parce que on a beaucoup... Voilà, donc, ce sont des entreprises, des travailleurs indépendants ou travailleurs indépendants. Derrière, c'est des entreprises et, voilà, qui en profitent. Après, qui privent la Sécu de milliards d'euros de cotisation. Qui privent la Sécu de cotisation. Et puis l'autre moitié, ce dont on parle plus souvent d'ailleurs, en fait, l'autre moitié, c'est des fraudes aux prestations sociales. Ça veut dire quoi, ça? Ce sont des prestations qui sont versées à des gens qui ne devraient pas les recevoir. Mais quand on verse des prestations à des gens qui ne peuvent pas les recevoir, il y a deux types de fraudes aussi que distingue le Haut Conseil. C'est parfois parce que les bénéficiaires, effectivement, fraudent, parce qu'ils donnent de faux papiers, des choses comme ça. Mais il y en a une bonne partie, il ne faut pas oublier, qui vient des professionnels de santé eux-mêmes. C'est des surfacturations de biens médicaux, des infirmières qui déclarent qu'elles ont vu des gens à domicile qu'elles n'ont jamais vus. Enfin voilà, il y a une partie qui vient des professionnels, une partie donc qui vient des bénéficiaires. Alors, il ne faut pas oublier non plus... Quel type de prestations sociales on parle ? Là, on parle de toutes les prestations de sécurité sociale. Donc, alors sur la vieillesse, oui, il y en a, si, sur les pensions de retraite. Il y a des gens qui reçoivent des pensions de retraite qui, d'abord, parfois, qui sont morts, qui en continuent, parce que parfois parce qu'ils sont à l'étranger, on ne sait pas qu'ils sont morts, voilà, continuent. Mais en fait, l'essentiel des fraudes, c'est quand même sur l'assurance maladie. Et là, derrière, c'est à la fois des professionnels d'un côté, et puis de l'autre côté, des gens qui parfois font carrément des faux papiers, enfin voilà, qui se présentent dans des pharmacies avec des fausses ordonnances. Voilà, il y a des fraudes qui sont très sophistiquées, très élaborées. Après, il y a les fraudes aux allocations chômage aussi, pareil, aux prestations sociales, aux minima sociaux. Voilà, il y a un peu, c'est toutes les dépenses de la sécurité sociale. Tout est vraiment fait pour détecter, Mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que là, on parle de fraude. Il y a une partie de la fraude qui vient, entre guillemets, qui n'est pas de la fraude, qui n'est pas intentionnelle, qui vient du fait que, par exemple, en matière de minima sociaux, c'est très compliqué, les conditions d'attribution du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique, etc. Donc, il y a des gens qui se trompent de bonne foi. Et en sens inverse, il y a des gens qui ne savent pas. Ce dont on ne parle pas là, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont droit à des prestations et qui ne les demandent pas parce qu'ils ne le savent pas. Ce qu'on appelle le non-recours aux prestations sociales. C'est pas de la fraude, ça. C'est pas de la fraude, mais ça joue en sens inverse. C'est-à-dire que ce sont des prestations qu'on ne verse pas alors normalement on devrait les verser. Mais il y a une cause qui est commune, c'est que la réglementation est très compliquée. Comme souvent. Comme souvent, comme en matière fiscale. Autre sujet, François Ecal, j'écoutais l'interview d'Éric Lombard, ex-ministre de l'économie, dans cet entretien à Libé, qui déplore, je le cite, que parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de 0, ils ne payent aucun impôt sur le revenu. Pardon, qui sont ces milliers de contribuables parmi les plus fortunés qui n'ont pas de revenus taxables? J'ai vu cette interview de Libé, il y a une phrase d'Éric Lombard sur une interview qui fait 2 pages. C'est pas beaucoup, une phrase. Et donc, je ne sais pas très bien quelles sont ces sources. Moi, la seule chose que je connais, c'est qu'il y a eu l'année dernière une étude qui a été publiée de la Direction générale des finances publiques sur les impôts payés par les 75 000 Français les plus aisés.
Les plus aisés, soit au sens de leur revenu, et à ce moment-là, c'est le revenu fiscal de référence, et donc à ce moment-là, il n'est pas à zéro, puisqu'il est par définition, c'est ceux qui ont les revenus les plus élevés, soit c'est les plus aisés par leur patrimoine. Et leur patrimoine, l'administration, aujourd'hui, ne connaît plus que le patrimoine financier, à travers l'IFI, puisqu'il n'y a plus d'ISF depuis déjà quelques années. Et donc, dans cette étude, ce sont les plus aisés, ce sont aussi, enfin, pour la moitié, c'est des gens qui ont des patrimoines fonciers très élevés. Il n'est pas totalement anormal que parmi ces gens, il y en ait qui aient des revenus égaux à zéro. Parce que vous pouvez avoir un patrimoine financier très élevé qui ne vous rapporte rien. C'est votre résidence principale ou des résidences secondaires, ça ne rapporte rien. Et même si c'est un patrimoine qui rapporte parce que vous le louez, vous pouvez avoir des déficits fonciers. Ça existe parfois parce que vous avez des investissements, des coûts d'entretien et de ça qui sont supérieurs à vos revenus. Et donc vous avez un déficit foncier, donc un revenu fiscal de référence nul. Vous pouvez aussi avoir des revenus fonciers quand même, et ces revenus fonciers soient annulés par des réductions d'impôts, des crédits d'impôts, etc. Il y a un exemple typique qui est souvent utilisé, qu'on met en avant à propos de l'ISF et de l'IFI, c'est l'agriculteur de l'île de Ré. Ah oui. L'agriculteur de l'île de Ré, il a un patrimoine énorme, enfin, s'il a une ferme avec des terrains, etc., au sens de l'IFI, il est très riche, mais c'est un exploitant agricole, il peut très bien avoir un revenu fiscal de référence nul parce qu'il a des déficits agricoles. Donc je ne sais pas combien il y en a. Donc ça veut dans dire l'étude, alors je précise quand même que dans l'étude de la DGFiP qui a été publiée, il n'y a pas ce chiffre. Moi, je l'ai relu là, justement, quand j'ai vu ce papier, enfin cette interview de Lombard, j'ai relu cette étude. Alors, j'ai peut-être mal lu trop vite, mais je n'ai pas trouvé ce quelques milliers qui ont un revenu de fiscal nul, je ne l'ai pas trouvé. Si on oublie le chiffre de quelques milliers, sur le principe, donc on peut être contribuable très fortuné et ne pas payer d'impôt sur le revenu. Oui. De manière totalement légale, c'est possible. De manière totalement légale, oui. Oui. Parce qu'on n'a pas de revenus. Notamment si le patrimoine en question, c'est un patrimoine foncier, oui. Et il faut bien vivre au quotidien. Ah mais vous pouvez avoir, si vous avez par exemple un déficit foncier, vous pouvez avoir des revenus autres que les revenus fonciers, des salaires, etc. Mais typiquement l'agriculteur de l'île de Ré, il a des revenus agricoles, mais il a aussi des charges agricoles et au total il peut avoir un déficit. Alors après c'est un déficit au sens fiscal, il peut avoir quand même, ça peut quand même lui, il paye ses charges elles lui permettre de vivre. Donc légalement, c'est possible, c'est là que j'ai envie de... Légalement, on peut être très fortuné et ne pas payer d'impôt sur le revenu de manière légale. Voilà, et puis vous avez aussi des réductions d'impôts, des crédits d'impôts qui peuvent annuler votre impôt. C'est possible aussi. Vous pouvez... Après, bien souvent, ce sont des situations qui sont temporaires. C'est-à-dire qu'une année donnée, vous pouvez avoir, typiquement dans le cas des déficits fonciers, en général, ceux qui investissent dans le foncier, ils ne font pas ça pour faire des déficits. C'est quoi un déficit foncier pour ceux qui nous regardent? Un déficit foncier, c'est une situation dans laquelle vous louez des appartements, vous avez des appartements, vous les louez, et puis une année donnée, les loyers que vous percevez sont inférieurs aux charges que vous devez payer pour entretenir vos logements, surtout, mais ça arrive surtout les années où vous devez faire des gros travaux. Ouais. Vous avez un ravalement dans votre immeuble à un moment donné, tous les propriétaires de logements le savent, à un moment donné, ça coûte très cher. L'année où vous avez un ravalement à faire, vous ne gagnez rien, vous avez des charges qui sont supérieures à vos revenus. Mais c'est temporaire. Mais il se peut très bien, l'année suivante, il n'y a plus le ravalement, donc vous refaites des bénéfices. Mais donc c'est temporaire. Mais même si c'est temporaire, d'un point de vue un peu statistique, ça peut se traduire par le fait que chaque année, il y a plusieurs milliers de personnes qui enregistrent des déficits fonciers. Après, je me rappelle un expert qui était sur ce plateau il y a quelques mois, qui m'expliquait qu'il y avait le crédit Lombard, rien à voir avec le ministre de l'économie, où en fait un prêt est accordé à quelqu'un qui est fortuné, qui met en contrepartie un collatéral en échange un placement financier, une assurance vie ou autre. Et donc le capital emprunté n'est pas un revenu, mais c'est un prêt, donc il n'y a pas de revenu imposable. C'est des techniques aussi qui permettent tout à fait légalement. Bien sûr, non, mais il y a aussi des techniques. Mais temporairement. Voilà. Après, là encore, il y a une phrase dans son interview, donc je sais vous-même, elle vous a surpris cette phrase. Elle m'a surpris, c'est pour ça que je suis retourné voir cette étude de la DGFiP, parce que c'est ma seule source publique que je connais. Donc ces milliers, en fait. Je n'ai pas trouvé. On ne sait pas qui sont ces milliers. Donc j'interprète, j'interprète ce qu'il a dit. Bon, Emmanuel Macron, le président, qui, autre sujet dans l'actualité, le budget évidemment, qui est en discussion à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Le président qui presse le Premier ministre d'accélérer dès cette semaine sur le budget, c'est ce que nous dit le Figaro et plusieurs sources bien informées. Il a raison de s'impatienter, le président, parce qu'on voit bien qu'aucun compromis, en tout cas au moment où on se parle, ne semble émerger. Toujours pas. Alors après, la question qui se pose maintenant, c'est on a une loi spéciale budgétaire. Cette loi spéciale budgétaire, dans le principe, la Constitution les prévoyait, je dirais, pour une durée limitée. Voilà. L'idée, c'était quand même d'avoir ce système jusqu'au vote d'une vraie loi de finances, et c'est pas supposé durer très longtemps. Mais il n'y a pas de limite dans la Constitution en termes de temps. Donc, on pourrait très bien imaginer toute l'année en loi spéciale. On pourrait imaginer une loi spéciale budgétaire qui dure toute l'année. Et c'est pas une catastrophe. Alors, en termes de finances publiques, ça permet d'avoir quelques impôts supplémentaires, puisque l'impôt sur le revenu ne serait pas indexé, voilà, donc ça permet d'avoir un peu plus d'impôts. Et en termes de dépenses, ça peut permettre de faire des économies importantes, parce qu'au maximum, ce qui est dépensé, c'est ce qui a été voté l'année précédente. Donc il y a une limite, mais ce que dit aussi la Constitution et la loi organique sur les lois de finances, c'est que ça autorise le gouvernement à ouvrir des crédits à hauteur de ce qui est vraiment nécessaire au bon fonctionnement des services publics. Et là, pour le moment, le ministre du Budget a une interprétation quand même assez stricte de ce qui est nécessaire au fonctionnement des services publics. Voilà, donc bon, les fonctionnaires sont payés, mais les recrutements sont très limités. Donc on n'a pas besoin vraiment d'avoir un budget rapidement au final. Alors c'est pas très bon non plus quand même, cette loi budgétaire spéciale, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc les gestionnaires publics ne savent pas finalement quel crédit ils auront. Ceux qui dépendent des marchés publics, les entreprises, ne savent pas si les marchés vont être passés ou pas être passés. Donc ça crée de l'incertitude. Les dépenses militaires nouvelles ne sont pas financées. Les dépenses nouvelles, il ne peut pas y en avoir. Voilà, donc on est bloqué. Donc ça, d'un point de vue géostratégique, c'est pas terrible. Donc il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Mais est-ce que c'est plus mauvais que d'une mauvaise loi de finances? Voilà, ça, je ne sais pas. Le budget est à portée de main, nous a dit hier la ministre de l'économie, Roland Lescure. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la tête ni de Lescure ni de Lecornu, donc je ne sais pas quels sont en ce moment, quels sont les éléments du débat. Je ne vois pas très bien où vont être les compromis. Donc, mais après, il y a deux autres solutions. Donc, voilà. Soit c'est le 49.3 qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité, mais en cas de censure derrière, le gouvernement tombe, le texte budgétaire tombe. Donc, retour à la case départ. Il reste les ordonnances, l'article 47 qui autorise le gouvernement donc, à mettre en œuvre le budget par ordonnance. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. On dit que c'est l'option qui est à la faveur du président de la République. C'est pas évident. Pourquoi ? Parce que même en cas de censure, le gouvernement tombe, mais pas le texte qui passe. Oui, mais ce que dit la Constitution, c'est qu'il peut mettre en œuvre par ordonnance, ça n'a jamais été fait, son projet de loi de finances initial. Ah, vous avez raison, c'est quel texte ? C'est le premier. Voilà, donc on revient au projet de loi de finances Lecornu de septembre, qui était très proche de celui de Bayrou, parce qu'il n'avait pas eu le temps de le changer beaucoup. Il y avait quoi, pardon, j'ai oublié, il y avait quoi dans ce texte budgétaire ? Alors, dans ce texte budgétaire, il y avait pas mal de hausses d'impôts. Alors, globalement, l'ensemble projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale de Lecornu de septembre, ça représentait quand même un effort d'à peu près 30 milliards de réduction du déficit, moitié par des hausses d'impôts, moitié par des économies. Quelle hausse d'impôts, juste ? Alors, il y avait notamment sur les surtaxes. Il y avait, toujours une partie de la surtaxe d'IS restait en partie. Il y avait une partie de désindexation quand même déjà de l'impôt sur le revenu. Il y avait puis beaucoup de une remise en cause de certains allégements de cotisations sociales, une remise en cause de la baisse de la CVAE. Enfin voilà, il y avait puis beaucoup de petites hausses par-ci par-là. Notamment sur les plus aisés aussi, il y avait un truc sur les. Il y avait quelque chose sur les plus aisés. C'était pas très clair, mais il y avait quelque chose. Il y avait aussi sur la fraude fiscale, il y avait des choses. Il y avait remise en cause de certaines niches fiscales. Il y avait un rabotage un peu du crédit d'impôt emploi à domicile. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Sur les économies, il y avait quoi ? Alors le problème, c'est que les économies, elles étaient surtout dans le domaine social. Il y avait notamment la désindexation des retraites. Ah ben il n'y a plus, puisque. Voilà, et il n'y a plus. Voilà, la partie économie, il n'y a plus. Voilà, exactement. Et donc il n'y a plus. Donc on reviendrait surtout avec la partie. Alors, mais en fait, mettre en œuvre le projet de loi de finances initiale, pour moi, ça pose surtout un problème politique. C'est-à-dire que ça veut dire finalement, vous avez discuté au Parlement pendant 4 mois, ça ne sert à rien, je reprends le texte initial. Je pense qu'il y a quand même plus de risques
que le gouvernement se fasse censurer, en faisant ça, en disant voilà, je reprends mon texte initial. Mais au moins la France a un budget. Mais au moins la France a un budget, que s'il passe par le 49.3 sur un projet qui essaie quand même de trouver un compromis entre les uns et les autres. J'entends. Voilà, donc au total, je ne sais pas ce qu'ils vont être. Impossible de passer par ordonnance un budget remanié qui ferait plaisir, entre guillemets, un peu au PS ou aux autres. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas, parce que la loi spéciale budgétaire, on avait déjà eu 2 expériences sous la Ve République. Le passage par ordonnance, il n'y a aucune expérience depuis 1958. On ne l'a jamais fait. Donc là, et en plus, c'est des ordonnances très spéciales. Normalement, dans les ordonnances, le gouvernement ne peut légiférer par ordonnance que si le Parlement lui a donné l'autorisation, une habilitation à gérer par ordonnance. Et ces habilitations sont très strictes. Là, ce seraient les seules ordonnances que le gouvernement pourrait mettre en œuvre sans que le Parlement ne l'ait habilité à le faire. Juridiquement, c'est un truc, c'est un ovni juridique. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que le gouvernement se lance là-dedans. On ne sait pas très bien ce qu'on peut faire avec ces ordonnances, on ne l'a jamais fait dans le passé. Donc oui, sur le principe, vous avez raison. Même si le gouvernement tombe après, le projet de loi de finances, la loi de finances reste, mais reste dans des conditions qui juridiquement sont parfaitement inconnues. Donc vous inclinez plutôt pour un 49.3 négocié avec, je sais avec pas. le PS. Voilà, oui, je sais, mais bon. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment important, on finit là-dessus, François Ekal, qu'en 2026, on soit sous 5% de déficit? Ça serait la 4e année consécutive. Est-ce que c'est vraiment... Parce que finalement, s'il y a moins de consolidation budgétaire, il y aura plus de croissance en 2026 aussi. Oui, mais ça, c'est des effets keynésiens multiplicateurs qui sont des effets de court terme. Il faut bien avoir... En effet, de toute façon, quoi que vous fassiez pour réduire le déficit public, à court terme, vous avez un impact négatif sur la croissance. Alors, plus ou moins suivant les mesures que vous prenez, mais c'est un effet qui s'atténue. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on réduise le déficit public. Voilà, nonobstant ces effets de court terme sur la croissance. Donc, il faut arriver à reprendre le contrôle de la dette. Là, on en est très loin. On est très loin. On en est très loin. Avec la dernière version du projet de loi de finances, il faut revenir significativement en dessous de 3 points de PIB de déficit. On en est très loin. Donc, c'est pas catastrophique si on le fait un peu plus tard, etc. Les marchés ne sont pas inquiets. Les marchés, ils pensent que de toute façon, la BCE sera toujours là et que de toute façon, la France ne fera pas défaut sur sa dette. Donc, ça peut durer encore longtemps. Mais on prend des risques parce qu'un jour, les marchés se diront non, la BCE ne peut pas accepter que la France s'endette indéfiniment. Donc les marchés pensent ça à tort, que la BCE viendra nous sauver. Aujourd'hui, ils ont raison. C'est vrai que dans le contexte géopolitique actuel, on voit mal la BCE accepter que la France fasse défaut, parce que ça sera une explosion de la zone euro. Maintenant, dans des temps un peu plus calmes, en espérant que le contexte géopolitique se calmera un peu, et la BCE les marchés pourront se dire, la BCE ne peut pas accepter que la dette française monte à 200 points de PIB, parce qu'après les autres, les Espagnols, les Portugais, les gars, pourquoi pas nous ? Mais pourquoi pas nous ? Et donc, à terme, ça veut dire aussi une explosion de la zone euro, parce que c'est inacceptable par un certain nombre de pays dans le Nord. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec vous, François Ekal, ancien magistrat de la Cour des comptes, président fondateur de FIPECO. Merci beaucoup. Merci.